Aujourd'hui, au menu IA santé, et je pense que vous êtes tous convaincus là, du potentiel de l'IA dans le domaine de la santé hein, pour de nombreuses applications. Et moi, je vais aujourd'hui me concentrer sur le fait que l'IA se nourrit de données et il y a des maillons faibles dans la chaîne présentement dans le domaine de la santé. Et mon titre vient en fait du rêve que Nabucodonosor, roi de Babylone, petit clin d'œil aux gens qui ont suivi RBO à l'époque, là, euh, difficile à prononcer, mais qui se mime très bien. Donc, son rêve d'un colosse là, qui malheureusement avait des pieds d'argile, donc il y avait une faiblesse. Et là, c'est ce que je veux voir avec vous aujourd'hui. Où sont les bloquants dans le domaine de la santé pour qu'on puisse déployer l'IA? Où ça accroche? Qu'est-ce qui ne va pas pour que cette technologie-là, qui est remplie de promesses, puisse se déployer efficacement? Donc, on va revoir des bloquants à divers niveaux. Là. Je penserai aux bloquants juridiques, technologiques et culturels aussi. Donc, on va les revoir ensemble. Et si vous êtes perspicace, vous avez peut-être vu la pile de papier là, qui était associée à l'image qui présentait la conférence. Et ça, clairement, c'en est un bloquant qu'on va revoir ensemble aujourd'hui, l'utilisation du papier dans le domaine de la santé qui est omniprésent et clairement incompatible avec des visées d'intelligence artificielle. Ce que je vais discuter aujourd'hui, vous pouvez retrouver là, des éléments intéressants dans cet appel à l'action-là qui a été publié tout récemment par le Consortium de santé numérique qui est basé à l'Université de Montréal. Et je vais m'attarder en fait à deux pistes de solutions en particulier. Là. Donc, quand vient le temps de parler de moderniser les outils numériques et équipements informatiques dans les établissements de santé et services sociaux, on va toucher à ce point-là, puis aussi on va toucher au point, là, assurer le partage, l'accès aux données tout en protégeant les renseignements personnels. Donc, la présentation aujourd'hui va tourner beaucoup autour de ces deux pistes d'action-là. Donc, si on voulait avancer, il faudrait absolument moderniser nos infrastructures et assurer un meilleur partage des données. Donc, je vais commencer par les blocages juridiques. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler dans d'autres contextes. Je ne suis pas juriste, mais je suis confronté en tant que chercheur à ces multiples lois-là avec lesquelles on doit conjuguer pour arriver à nos fins, arriver à accéder vraiment à la donnée. Donc, il y a les lois sur l'accès aux données des organismes, qu'ils soient dans le secteur privé, dans le secteur public, des lois constitutives aussi, dis-je, des organisations comme la Régie de l'assurance maladie du Québec, comme l'Institut national de santé publique du Québec, par exemple, qui n'ont pas nécessairement des mandats de recherche, donc qui sont plutôt dans la surveillance et ce qui fait qu'il y a des incompatibilités à certains niveaux quand on vient le temps d'exploiter les données qui sont possédées par ces organisations-là, qui sont contrôlées, je devrais dire, par ces organisations-là. Il y a des lois aussi qui concernent certains systèmes d'information particuliers. Là, le dossier Santé Québec, entre autres, a un peu sa loi. Et on va voir là, le DSQ quand même qui contient une très grande variété d'informations dans trois principaux domaines, là, imagerie, médicaments et laboratoires, mais qui ne sont pas vraiment accessibles pour des fins de valorisation. Et c'est même un peu inscrit dans la loi que c'est comme ça. Donc, on va voir ça ensemble. Avant de me plonger dans les détails plus juridiques, là, puis on va le survoler rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je veux aussi, comme prémisse de base, montrer que pour un chercheur ou une chercheure en IA, il y a un grand intérêt à apparier des données de différentes sources. Et dans le domaine de la santé, les données, elles sont éparpillées un peu partout. Elles sont bien sûr dans les établissements de santé, dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, les groupes de médecine familiale. Elles sont du côté de la recherche aussi. Elles sont de nature environnementale, elles sont de nature comportementale aussi. Donc, votre téléphone, votre montre capte de la donnée de nature santé qui pourrait être utile dans une perspective donnée massive, dans une perspective d'utilisation de l'IA pour essayer de faire émerger des patrons de ces flux de données-là. Donc, beaucoup de sources de données et en fait, beaucoup de chemins différents pour y accéder. Donc, au Québec, là, si la donnée est à l'hôpital versus est dans un GMF versus elle est contrôlée par la RAMQ ou le ministère de la Santé, ce ne sera pas nécessairement le même chemin pour y accéder. Et vous allez vite tomber là, dans une soupe alphabet d'acronymes là, et vous devrez vous devrez naviguer à travers tout ça.
On va le voir, là, je vais me mettre dans la peau d'un chercheur, d'une chercheure, une scientifique des données qui a une question de recherche non frivole. On va voir que c'est important au sens de la loi là, que votre question de recherche soit non frivole et comment on fait pour arriver à nos fins. J'ai mis une petite flèche verte ici vers le portail Données Québec, là, qui, est dans l'esprit des sciences ouvertes, offre de la donnée de façon ouverte. Donc, vous pourriez télécharger des jeux de données de ce portail-là. Évidemment, bon, il y a même la donnée de la santé. Vous voyez, le 51 jeux de données en santé, mais c'est souvent de la donnée extrêmement agrégée. Par exemple, là, si je regarde, là, il y a un des jeux de données qui est publié par le ministère de la Santé qui a trait au sommaire d'hospitalisation. C'est de la donnée qui est extrêmement agrégée au point que ça tient sur 12 lignes. Okay? Donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à avoir ce type de données-là d'une perspective IA santé parce que nous, on s'intéresse à de la donnée plus fine au niveau des individus et on veut reconstruire des trajectoires par individu pour ensuite entraîner des modèles à partir de ça. Donc, il y a de la donnée disponible, mais très agrégée la plupart du temps. Donc, les prochaines diapos viennent d'une présentation qui a été faite par Pierre-Luc Desiel il y a quelques semaines là, dans le cadre d'activités de l'Institut Intelligence et Données et qui faisait vraiment là, une très belle cartographie de quelle disposition, dans quelle loi permet aux chercheurs d'accéder aux données de santé. Donc, je vais faire ça très rapidement. Je vais vous inviter plutôt à aller consulter cette présentation-là sur le canal YouTube de l'IID. C'est extrêmement riche, tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, Pierre-Luc a vraiment décortiqué et vraiment identifié là, les dispositions particulières dans les lois. Et il y a vraiment beaucoup d'intérêt pour, en fait, le cœur de l'accès aux données en santé, c'est surtout dans l'article 125 de la loi sur l'accès, où là, il y a vraiment sous autorisation de la Commission d'accès à l'information et sous le critère de nécessité d'accès aux données et le caractère non frivole de la recherche, le chercheur peut accéder à des données pour lesquelles il n'y aurait pas eu de consentement qui a été accordé. Donc, dans l'image que j'ai présentée plus tôt, là, il y avait des chemins qui avaient, bon, avec le consentement du participant, sans consentement, qui rajoutent une complexité supplémentaire. Donc, en naviguant à travers toutes ces lois-là, on arrive aussi à d'autres lois qui ont trait, par exemple, là, à les lois constitutives des organisations, comme des organismes comme la Régie de l'assurance maladie du Québec, comme l'Institut de la statistique du Québec aussi. Au final, là, les dispositions dans ces lois-là nous permettent d'accéder, quand c'est dans le cas des centres hospitaliers, c'est via le directeur des services professionnels qui a un accès qui peut être donné. La RAMQ a aussi des dispositions qui réfèrent à la Commission d'accès à l'information. Donc, si la Commission d'accès à l'information dit oui, la RAMQ peut dire oui ou peut dire non aussi à la demande d'accès. Donc, tout ça est quand même assez complexe. Et dans le décor, récemment, il y a l'Institut de la statistique qui a été mandaté pour faciliter l'accès aux données aux chercheurs. Donc, il y a eu une création d'un guichet d'accès aux données pour surtout présentement les données qui sont contrôlées par le ministère de la Santé et par la RAMQ. Mais au fur et à mesure là, que le temps passe, il y aura d'autres jeux de données qui seront aussi rendus disponibles via cette voie-là. Et on va le voir aussi, là, on essaie de rendre l'Institut de la statistique plus autonome dans leur rapport aux chercheurs à travers un projet de loi dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc, tout ça là, pour vous dire qu'il y a plusieurs chemins possibles pour accéder à la donnée en santé et supposons que vous réussissez à vous rendre justement d'un point de vue légal à la donnée dans un centre hospitalier, bien là, après ça, vous allez devoir vous confronter à l'organisation de la donnée dans ce centre hospitalier-là, qui n'est pas simple. Hein, dans les établissements, il y a des centaines de systèmes d'information qui contiennent la donnée. Donc, ce n'est pas simple non plus d'un point de vue technologique de venir accéder à cette donnée-là. Et on va le voir aussi, d'être assuré du sens que cette donnée-là a. Et ça aussi, c'est un enjeu majeur, la sémantique de la donnée, un enjeu auquel on va s'attarder un petit peu plus tard dans la présentation. Je vous partage aussi un truc là, qui concerne la loi sur le DSQ qui dit, en fait, le DSQ serait une formidable source de données, étant donné que
les données de médicaments, laboratoires et imagerie s'y retrouvent. Donc, on a là rassemblé à un même endroit sur un très grand nombre d'individus de la donnée pertinente pour l'IA en santé. Mais malheureusement, on ne peut pas accéder au DSQ pour la recherche. Et ça, je ne l'ai pas très bien compris. Et en fait, ça va plus loin que ça. Il y a un article de loi là, dans cette loi-là, l'article 106, qui dit que l'Institut de statistique ou l'INSPQ ou l'INES peuvent accéder à la donnée du DSQ, mais en fait, cet article de loi-là, il est, vous voyez, non en vigueur. Il est grisé. Donc, là, il est là dans la loi, mais il n'est pas en vigueur. Il faut que quelqu'un tourne la clé à on à un moment donné pour ça. Mais je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi ça ne l'est pas. C'est une interrogation que j'ai depuis plusieurs années. Personne n'a été vraiment en mesure de me répondre. C'est comme ça. Okay? Donc, on va classer ça dans les bloquants culturels. Le DSQ, on ne peut pas l'interroger pour l'IA, par exemple, pour entraîner des systèmes. Une bizarreté. Donc, je vous parlais, peut-être finir sur une note peut-être un petit peu plus optimiste, là, pour ne pas juste être dans le négatif. Il y a le projet de loi 82 qui va être, qui est en cours d'étude peut-être présentement, où on veut donner plus d'autonomie à l'Institut de la statistique dans son rapport avec les chercheurs, dans le sens où la commission d'accès à l'information ne ferait plus partie de la boucle systématiquement à chaque fois qu'un chercheur veut accéder à de la donnée qui est contrôlée par l'ISQ. Mais là, l'ISQ pourrait rendre des comptes périodiquement à la commission d'accès au lieu d'être toujours dans la boucle et faire un peu du micromanagement. Et ça, c'est le modèle un peu plus ontarien où on a de l'autre côté de la rivière des Outaouais, on a l'organisation ICES qui a ce rapport-là avec ses chercheurs, où là, il y a le commissaire à la vie privée dans l'Ontario qui a délégué le pouvoir à ICSS de gérer les relations avec les chercheurs pour l'accès aux données. Et je pense que le projet de loi 82 nous rapproche un petit peu plus de ce modèle-là, dans le sens, comme je le disais, que l'ISQ aura plus d'autonomie dans son rapport avec les chercheurs. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, voilà pour les bloquants plus de nature juridique. Je vais m'attaquer maintenant aux bloquants de nature plus technologique. On a parlé tout à l'heure, le papier est un bloquant technologique majeur. On va parler d'interopérabilité aussi entre les différents systèmes qui nous empêchent de rendre la donnée fluide et d'alimenter ainsi des systèmes d'IA, par exemple. Donc, le papier. Alors, dans un hôpital, il y a beaucoup de papier, comme je vous le disais. On a des logiciels pour gérer les formulaires, mais les formulaires en arrière, ce sont des PDF qu'on imprime, que les patients ou les cliniciens remplissent avec un crayon de plomb comme ça, et ça ressemble à ça. Donc, d'un point de vue IA, vous pouvez faire de l'OCR si vous voulez, si ça vous tente, mais c'est, à mon avis, une perte de temps. Okay? Et je pense qu'il faut vraiment moderniser ça, ce système-là qui est complètement archaïque. Qui nous empêche d'avancer. Donc, beaucoup de données extrêmement précieuses sont capturées sur papier et meurent en quelque sorte. Cette donnée-là va mourir parce qu'elle n'est plus exploitable. Et je vais peut-être revenir un peu sur ce qui s'est passé pendant la pandémie par rapport au papier. Donc, ça, c'est un reportage de Radio-Canada qui nous montre comment les gens travaillent pour gérer les éclosions. Bien, c'est avec des fiches de différentes couleurs, comme ça, des enquêtes téléphoniques où là, c'est du temps, c'est de l'information coûteuse qu'on vient récupérer auprès de la population et on consigne ça sur du papier. Encore une fois, c'est de l'information coûteuse qui va aller mourir dans une fiche comme ça et après ça, elle n'est plus exploitable. Donc, vous voyez là, un autre exemple de ça, là, des tableaux de bord comme ça, des salles de pilotage où là, on classe les éclosions, puis là, en vert, c'est le personnel, puis en jaune, c'est les usagers. Je veux dire, on ne peut pas gérer les choses comme ça, là, mais c'est la réponse qu'on a eue à la pandémie a été basée sur le papier et les fax. Okay? Donc, ou encore, on a de la donnée qui est morte, là, et pour la raviver, pour lui redonner vie, il faut qu'il y ait du personnel qui prennent le fax et qui rendent ça dans un système informationnel. Donc, en termes d'interopérabilité, le fax, c'est pas mal un goulot d'étranglement. Donc, le personnel qui doit rentrer de l'information avec les risques d'erreur que ça comporte. Bon, c'est un constat un peu désolant là, pendant la pandémie. Donc, je pense qu'on a mis en lumière là, des dysfonctionnements majeurs dans le système, dans le réseau de la santé, là, du fait qu'on utilise beaucoup le papier, qu'on est dépendant du papier. Donc là, je me suis demandé, est-ce qu'on est les seuls au monde, dans le monde développé, qui avons ce genre de problème-là? La réponse, c'est non. Il y a d'autres juridictions. Là, j'ai pris la Norvège ici.
où ils se sont rendus compte là, en mars 2020 qu'il n'y avait pas de système efficace pour pouvoir surveiller les éclosions. Tout simplement, ils se sont rendus compte qu'eux aussi, là, ils étaient pris avec, vous voyez, là, des classeurs Excel, du papier, des crayons. Donc, c'est un peu rassurant dans le sens où on n'est pas seul à être dans ce bateau-là. En fait, je me suis intéressé à est-ce qu'il existe des systèmes, est-ce qu'il y a des gens qui ont conçu des systèmes pour monitorer, pour surveiller des éclosions. Et en fait, oui, il y en a plusieurs qui ont été recensés en fait dans ce rapport-là qui a été publié par John Hopkins en juillet 2020. C'est intéressant parce que c'est surtout des systèmes qui ont été développés, des systèmes d'information pour les pays du Sud, des systèmes développés par les pays du Nord pour les pays du Sud pour gérer, par exemple, les éclosions d'Ebola en Afrique, ce genre de choses-là. Ce rapport-là, extrêmement bien fait, ils ont étudié 9 systèmes qui servent à tracer les contacts et gérer les cas actifs, donc avec des rappels, textos. Ils ont vraiment fait une belle étude des fonctionnalités de chacun de ces systèmes-là et hyper pertinent. Okay? Donc, moi, si j'avais été le ministère de la Santé, j'aurais lu ça avec attention, j'aurais regardé ça en disant, ben, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui aurait pu être bon pour nous? Donc, ils ont vraiment fait là, un super travail de vraiment exposer toutes les fonctionnalités. En fait, la Norvège, si on continue, si on revient à l'histoire, ils se sont rendus compte, ah, on a développé ça, nous, puis on a donné ça aux pays du Sud, mais ça serait peut-être bon pour nous aussi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont utilisé un système logiciel libre qui avait été développé pour principalement les pays du Sud, puis ils se sont rendus compte que ça s'appliquait très bien à leur situation et ils l'ont déployé. Et ils se sont rendus compte, en fait, que le recours au logiciel libre permettait d'être hyper agile pour adapter aux pratiques locales les logiciels. Et c'est un success story. Une autre histoire à succès là, de l'utilisation de ça, ben, vous voyez, là, le Rwanda ici est allé sans papier d'un bout à l'autre de la chaîne là, pour son dépistage jusqu'au résultat avec ce système-là là, qui a été développé par les pays du Nord, principalement en Norvège. Donc, c'est quand même drôle que nous, on soit aussi empêtrés dans le papier alors que des solutions existent. Bon, il faut voir comment ça a été les réflexes peut-être culturels qu'on a, nous, c'est vraiment se tourner vers l'entreprise privée. Puis c'est ce qu'on a fait au ministère de la Santé. On est allé voir Aquinox pour qu'ils nous développent une solution pour nous aider à se dépêtrer de ça. Ensuite de ça, ben là, le ministre n'était pas satisfait, donc il a décidé de tasser Aquinox pour donner le contrat de 12 millions à Deloitte, donc une autre firme qui, à ma connaissance, n'a pas nécessairement des compétences ou des track records dans le domaine de la santé, mais qui ont été embauchés pour gérer ce système-là. Et je finis ce petit laïus-là sur, disons, la techno puis le papier par ce truc-là, là, le système Panorama qui a été développé par IBM où collectivement on a engouffré 135 millions là-dedans entre 2007 et 2009. Et c'est suite à la crise du SRAS à Toronto en 2003 où là, le gouvernement canadien a dit on n'a rien pour monitorer les épidémies, on va faire quelque chose. Puis, ben, c'est ça, là, ils ont fait quelque chose, mais c'est un projet qui est tombé dans l'oubli, trop de complexité, trop de différentes juridictions impliquées et c'est un peu mort et c'est assez malheureux parce qu'on aurait eu bien besoin de ce genre de système-là pour gérer la pandémie. Donc, frein à l'IA, donc aussi complexité là, quand vient le temps de déployer des systèmes d'information qui vont répondre à nos besoins. Je parle d'interopérabilité rapidement. C'est un peu le nerf de la guerre là, quand on veut que les systèmes d'information réussissent à se parler. Et depuis quelques années, il y a une mouvance internationale, surtout qui est issue de la recherche, mais qui dit à la base, là, rendez vos données fair. Fair, ça veut dire quoi? Rendez vos données facilement trouvables, accessibles, interopérables et ultimement réutilisables. Les principes FAIR, c'est quoi? Bien, je vais vous inviter plus tard là, à assister à une présentation que j'ai faite exclusivement sur ce sujet-là. Mais c'est un mélange de technologie et de connaissances disciplinaires par domaine et pour faire en sorte que justement la donnée soit mieux découvrable, mieux utilisable, non seulement par l'humain, mais par la machine. En fait, ce qu'on veut faire, c'est rendre la donnée autoportante, qu'elle soit compréhensible pour une machine. Donc, une machine comme Google Data Search
puisse moissonner l'information sur un jeu de données, comprendre ce qu'il contient sémantiquement, comprendre ce qu'il a le droit de faire avec ce jeu de données-là. Donc, c'est ça l'idée des principes FAIR, c'est de rendre la donnée digeste pour la machine. Donc, comme je vous disais, une présentation que j'ai donnée au mois de décembre passé, mais qui est disponible sur le site ou le canal YouTube de l'Institut Intelligence et Données, si ça vous intéresse ici. L'interopérabilité, c'est basé sur des normes. Donc, il faut que les gens s'entendent sur un langage commun, sur des nomenclatures communes, des terminologies communes. Et au Canada, on a Inforoute, Santé du Canada, qui est une société de la couronne fédérale qui gère ou qui suggère en fait fortement le recours à certaines normes selon les domaines. Moi, j'œuvre en imagerie médicale. La norme que j'utilise tout le temps, c'est DICOM. Okay? Donc, et on est chanceux en médical, en imagerie médicale, d'avoir cette norme-là parce que ça simplifie beaucoup les choses. Quand je veux retrouver toutes les images d'un patient X, eh bien, je appuie sur le bouton et je les retrouve toutes, okay? Parce que tous les vendeurs sont mis d'accord pour parler le même langage. Et ce n'est pas le cas dans tous les domaines. Okay? Donc, malheureusement, on va le voir, il y aura un cas tout à l'heure. Là, il y a la norme, par exemple, ici, PCLOCD, je vais dire Lowing, c'est plus simple à prononcer, qui est une norme surtout sur les procédures de laboratoire, qui est implémentée à peu près au Québec, là, assez bien dans le DSQ, je dirais, mais au niveau des établissements, pas vraiment, ce qui fait que les systèmes arrivent difficilement à se parler, puis on va voir les conséquences que ça a eu sur la pandémie un petit peu plus tard. Donc, comme je le disais, il y a une norme dans le DSQ qui dit, si vous voulez rentrer des résultats de laboratoire, bien, vous devriez attacher le test que vous avez effectué au concept approprié dans la terminologie Lowing. Okay? Donc, c'est ce que ça dit ici. En fait, il y a 168 procédures qui, au final, concernent plus de 2700 tests diagnostiques laboratoires là, auxquels on a attaché un identifiant unique Lowing. Lowing, c'est vraiment une organisation qui, justement, va émettre ces numéros uniques-là qui décrivent, ben, voici un test de cholestérol fait de telle façon pour une formule sanguine, c'est tel numéro. Vous voyez ici, c'est pour les tests COVID. Là. Un test COVID fait de telle façon, vous avez le numéro unique attitré. Donc, c'est vraiment ça. Quand on parle d'interopérabilité, c'est vraiment de dire on utilise un langage commun pour que les systèmes puissent comprendre de quoi ils parlent l'un l'autre. Et ça va plus loin que ça. Là. Vous voyez, Lowing publie aussi pour des tests diagnostiques précis, pour des fournisseurs précis de solutions diagnostiques, ils vont attacher aussi le bon numéro. Ils vont dire, ben, ce test-là de chez Abbott, ben, c'est tel concept Lowing, donc si vous l'utilisez, ben, faites juste attacher ce numéro-là et tout le monde va se comprendre parce que tout le monde devrait utiliser cette terminologie-là. Donc, au Québec, moi, ce que j'ai vu plutôt, là, c'est que chaque établissement, là, vous voyez, c'est un fichier qui a 400 lignes normalement. J'ai mis les premières lignes. Là. Et vous voyez, là, bon, à l'hôpital de Saint-Eustache, là, les codes qu'ils ont pour un test de COVID, là, il y a tout ça. Okay? Ça, c'est le code local, donc COVID-19, SARS-CC. Bon, vous voyez, c'est un peu un fouillis, je dirais, honnêtement. Alors qu'il y a une nomenclature qui existe et on devrait l'utiliser. Je peux comprendre que Lowing n'a pas sorti immédiatement ces nouveaux termes, mais ils l'ont fait très rapidement. Donc, je pense qu'il faut que cette culture-là de vouloir se rattacher à des normes internationales, il faut que ça percole jusqu'aux établissements, il faut que tout le monde, quand ils ont à jouer avec la donnée, se pose la question, est-ce qu'il y a une norme qui régit cette donnée-là? Si oui, je devrais prendre le temps de m'arrimer avec cette norme-là. Et je vais peut-être terminer là-dessus là, sur l'histoire des codes différents. Au Québec, on a le Carnet Santé Québec qui permet à un citoyen d'aller consulter ses résultats de laboratoire, ses résultats d'imagerie et sa consommation de médicaments. Okay? Donc, c'est une espèce de vue sur le DSQ que chaque citoyen peut voir. Donc, ça aurait été vraiment pratique que les gens qui font un test COVID puissent accéder directement à leurs résultats via le Carnet Santé Québec. Bon, se connecter au Carnet Santé, ce n'est pas nécessairement facile parce qu'il faut avoir un compte ClickSecure, puis il faut donner notre revenu de l'année passée là, pour pouvoir s'inscrire, puis on reçoit une lettre par la poste. Ce n'est pas simple, mais ça fonctionne. Okay? Si on s'était inscrit, là, moi, je me suis inscrit, puis je peux aller voir le résultat, tout ça. Mais il y a un délai
programmés dans le système pour ne pas diffuser les résultats avant que le médecin ait eu une chance de diffuser les résultats auprès du patient. Mais là, ici, ça aurait été vraiment pratique d'avoir directement un accès des citoyens à leurs résultats COVID à travers le CSQ. Pas attendre 30 jours avant d'avoir ce résultat-là. Les gens voulaient ce résultat-là. Et ça a causé, en fait, des problèmes. Vous voyez ici là, un article du Devoir qui date d'octobre passé où il y a une dame là, de Saint-Augustin qui dit mon fils il a reçu finalement son diagnostic le jour où il a reçu la lettre de l'école qui disait sa quarantaine est finie. Okay? Donc, c'est des incohérences comme ça, des gens qui ont attendu beaucoup trop longtemps pour recevoir le diagnostic. Ben, il aurait pu aller dans le dossier, dans le carnet Santé Québec pour l'avoir, mais étant donné que l'espèce de mapping en tous les codes locaux utilisés dans les hôpitaux, puis la programmation qui a dû être faite du côté de DSQ pour permettre l'accès rapide à ce code-là a ralenti le processus. Donc là, normalement, le DSQ aurait dû être reprogrammé pour que les tests COVID, ça passe en dedans, tout de suite, accessible directement aux usagers dès le mois de mars, dès le mois d'avril. Mais là, vous voyez, en octobre, 6 mois plus tard, on a des situations comme ça qui se présentent. Bon, les bonnes nouvelles, c'est que normalement, il y a un nouveau système d'information qui devrait remplacer le DSQ, c'est pas clair, là, mais bon, plusieurs milliards sur la table pour permettre aux Québécois d'accéder, peu importe où ils sont dans le réseau, à leur dossier médical complet. Donc, gigantesque, colossale tâche, mais c'est en soi une bonne nouvelle qu'on veut réformer le système comme ça, bien que c'est extrêmement complexe de procéder à des choses comme ça. Alors, bloquant culturel, oui, je vais discuter un peu de ça. Donc, je vais toucher les normes, on en a parlé, là, mais c'est vraiment, comme je le disais, un peu culturel. Pourquoi dans un hôpital, on n'a pas des spécialistes de la donnée qui connaissent les normes à appliquer pour qu'à la source, ce qu'on transmet à d'autres systèmes, ça soit déjà conforme à une nomenclature, à une terminologie. Comme je disais, dans le secteur de l'imagerie médicale, ça fonctionne. On est en DICOM partout et tous les manufacturiers respectent la norme. C'est même dans les appels d'offres, on n'a pas le choix de se conformer à ça. Du côté du labo, clairement, je pense que présentement, il y a un manque et on aurait avantage à se conformer un petit peu plus à ces normes-là. Je vais parler aussi de relations avec le secteur privé puis de financement dans cette section-là. Donc, les normes, je l'ai dit, c'est peut-être un problème, peut-être de leadership quand on regarde ça, parce que si on va sur le site d'InfoRoute Santé du Canada, on voit, bon, qui sont les agences, les organisations au Canada par province qui s'occupent de gérer, d'imposer en quelque sorte les normes, de faire en sorte que les gens qui développent des solutions respectent ces normes-là. Donc, vous voyez, en Alberta, il y a 3 agences qui sont responsables en quelque sorte des normes. En Ontario, il y en a plusieurs aussi. Si vous cherchez Québec dans cette liste-là, il n'est pas là. Donc, c'est comme si on n'était pas, nous, à cette table-là où on n'avait pas cette volonté-là de rendre les choses les plus interopérables possibles. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on est là et qu'on travaille à améliorer nos définitions sémantiques des données qu'on génère. Mais quand je vois des choses comme ça, je me dis, on n'est pas là encore. Okay? Et ça va plus loin que ça. Je veux dire, on a de la difficulté en tant que province à transmettre des données au niveau fédéral. Donc, souvent, quand vous allez sur des organisations comme KAI qui s'intéressent à la santé, et vous avez toujours des tableaux où vous avez dans le bas, là, Except Québec. Donc, vous voyez ici, c'est toujours des statistiques par province, sauf le Québec. Donc, ça en dit long sur notre incapacité culturelle à bien analyser la donnée, puis à avoir un portrait de notre société pour tout ce qui touche à la santé. Donc, oui, Registre canadien du cancer, apparemment qu'on n'alimente plus depuis 2010 parce que, autre raison, j'imagine, culturelle. Je vais parler aussi des relations qu'on a avec le secteur privé qui, dans certains cas, font en sorte qu'on va, dans un hôpital, consigner de la donnée dans un système d'information. Mais ce système d'information-là, si je veux y retirer la donnée pour pouvoir l'interpréter, l'analyser d'une certaine façon, l'exploiter avec de l'IA, par exemple, je ne serais pas nécessairement en mesure de l'extraire facilement. Okay? Donc, c'est des systèmes propriétaires fermés. Donc, je n'ai pas accès au schéma de base de données, par exemple.
Et en fait, les vendeurs vont dire oui, oui, tu peux accéder à ta donnée, ça va te coûter tant, ça va te coûter 15 000 ça va te coûter 25 000 pour faire cette extraction-là. OK? Donc, c'est de la donnée qui est générée par le système public, mais qui est consignée dans des systèmes propriétaires. Et les ententes négociées, en fait, font en sorte que souvent, on ne peut même plus réexploiter cette donnée-là une fois qu'elle est consignée dans ce système propriétaire-là. Donc, je pense qu'il faut s'éloigner de ce modèle-là. Et il faut vraiment, dès les ententes, dès les appels d'offres, être très clair avec les fournisseurs qu'il ne faut pas aller vers ce modèle-là. Donc, les données, on devrait avoir une souveraineté numérique sur les données qui sont générées dans le système public. Et encore une fois, je me suis demandé, est-ce qu'on est les seuls au Québec à avoir ce genre de problème-là? La réponse, c'est non. Donc, je suis tombé sur un livre blanc, un white paper, qui a été soumis à Endrio. Je vais revenir un petit peu sur ce qui est Endrio un petit peu plus tard, par un groupe de médecins en première ligne en Ontario qui ont développé ce système-là. Et quelque part dans leur white paper, ils disent il n'y a pas de législation canadienne qui force l'interopérabilité des systèmes d'information en santé. Ce qui fait que les vendeurs ont toujours le loisir de dire ouais, la donnée, si tu la veux, elle est là, mais ça va te coûter tant. Okay? C'est ça le modèle actuel, c'est un modèle d'affaires présentement. Alors qu'aux États-Unis, il y a vraiment maintenant des lois qui obligent, qui forcent l'interopérabilité, qui forcent le recours à des API standardisés, qui empêchent toute forme de blocage d'accès aux données. Donc ça, ce type de législation-là, je ne suis pas sûr au Canada qu'on ait ça, mais je pense que c'est grand temps de réformer nos lois pour justement empêcher l'exploitation des données parce qu'elles sont consignées dans un système propriétaire. Autre curiosité législative, j'ai classé ça dans bloquant culturel. Au Québec, il y a cette loi-là sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles et des organismes publics et des entreprises du gouvernement. Il y a une disposition de cette loi-là, l'article 16.3, qui est quand même bizarre. Okay? Donc, ce que ça dit, là, bon, c'est qu'un projet de recherche et de développement technologique qui est réalisé dans les cadres de travaux de profs ou de chercheurs, okay, ça ne pourra jamais constituer un actif informationnel pour le gouvernement. Donc, moi, en tant que chercheur, si je fais un système qui peut, je ne sais pas moi, aider mon hôpital à répondre à la pandémie, bien ça, ce système-là ne pourra jamais devenir un actif du gouvernement pour une raison qui m'échappe un peu. Donc, je ne pourrais pas contribuer à édifier un système de santé plus robuste. Donc, d'un côté, on nous dit hey, innovez, là, les chercheurs, allez-y, innovez. D'un autre côté, vos innovations, ils ne pourront jamais devenir des actifs du réseau. Donc, cet article de loi-là, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait là, je ne comprends pas sa nature. Si quelqu'un peut m'expliquer, je suis ouvert aux explications. Mais c'est une curiosité légale que j'ai toujours trouvé drôle au Québec. C'est un élément culturel qui fait que l'innovation en santé numérique au Québec est très difficile, peut-être, je ne sais pas. Donc, autre élément culturel, je dirais, le logiciel libre aussi, c'est quelque chose qui est perçu d'une drôle de façon dans certaines instances. Moi, j'ai vu des gens très haut placés qui confondaient freeware, donc les logiciels gratuits pour nettoyer votre ordinateur, et logiciel libre. Donc, on a vraiment un gap de connaissances important. Là. Il faut que les gens se rendent compte que du logiciel libre, ils en utilisent tous les jours, ne serait-ce que dès qu'ils vont sur Internet, il y a un serveur Apache quelque part qui a servi une page. C'est omniprésent dans nos vies. Donc, votre téléphone Android, derrière, il y a du code open source. Donc, ce n'est pas le démon, ce n'est pas méchant, mais c'est perçu comme ça dans certains cercles, devrais-je dire. Et je me questionnais aussi sur notre capacité en tant que société à déployer du logiciel libre. Donc, si je suis le ministère de la Santé, puis que je vois une solution qui me permettrait de mieux gérer la COVID en open source, est-ce que je suis capable de prendre cette solution-là, de la déployer chez nous, de la connecter à mes systèmes, où j'ai toujours besoin de fournisseurs externes pour faire ça? Puis le fournisseur externe n'a pas nécessairement envie de faire ça parce qu'après, ben, le logiciel appartient à personne et il n'y a pas de profit à faire. Donc, j'essaie de voir, là, il y a des politiques sur le libre au Québec, mais qui sont énoncées par le secrétariat du Conseil du Trésor, mais
ça n'a comme pas percolé et il y a encore une grande méfiance par rapport au logiciel libre, alors qu'on devrait se l'approprier beaucoup plus. Et je termine les bloquants par le financement. Je pense qu'au Québec, on a financé l'IA vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs signes de dollars vis-à-vis de la petite voiture ici. Mais ce qui nourrit la voiture ou l'IA, c'est vraiment là, des opérations d'extraction, transformation, gestion de données en amont. Et ça, là, ce que j'ai classé dans l'infrastructure ici, ça a reçu très peu d'amour dernièrement. Donc, beaucoup d'emphase sur l'IA. C'est plus sexy, c'est plus vendeur politiquement, on coupe des rubans. Mais en arrière, si on ne peut pas mettre de gaz en voiture, ça ne sert à rien. Okay? Donc, on a peut-être mis la charrue en avant des bœufs un petit peu au Québec. Je dis ça comme ça. Il y a aussi une certaine perception là, des gens qui pensent à l'IA, disent c'est des gens qui écrivent du code, qui exécutent du code. Okay? Quand on parle aux gens qui font de l'IA, 80% de leur temps, ils passent à acquérir et nettoyer des données. Okay? Donc, et ça ne reçoit pas beaucoup d'amour, malheureusement. On est concentré sur écrire du code, exécuter du code, mais les données, il faut en prendre soin. Et ça prend de l'infrastructure. Okay? Donc, si on fait l'analogie pétrole, les données, c'est le nouveau pétrole. Moi, je m'imagine un truc comme ça là, pour mes données. Mais quand je me retourne et je regarde ce qu'on a, bien, ça ressemble plus souvent à quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin puis je répète à qui veut l'entendre qu'on a besoin d'infrastructures numériques dignes de ce nom, entre autres dans le domaine de la santé, si on veut avancer. On a beau lancer de l'IA dans le domaine de la santé présentement, l'IA ne va pas manger du papier, ne va pas manger des fax, ça ne marche pas. Okay? Il faut vraiment s'attarder à la fondation technologique, aux infrastructures numériques avant de commencer à parler d'IA. On peut en parler d'IA, on peut introduire des trucs, mais c'est une technologie qui se nourrit de données. Si on n'est pas capable de la nourrir en continu, en ayant des pipelines de données qui l'alimentent, ça ne sert absolument à rien, à mon avis. Donc, plaidoyer qu'on a fait, vous voyez, en mai 2020, ça a été repris par des gens, alors Henri-Paul Rousseau. Je dis ça en blague. Évidemment, ça a été pensé de façon indépendante, mais essentiellement, il dit la même chose. Donc, Henri-Paul Rousseau dit on a besoin d'une baie James numérique. La relance post-COVID, au lieu de construire des ponts, des routes, des tunnels pour aller à Lévis, peut-être qu'on pourrait construire notre infrastructure numérique. Je pense que ça serait plus payant d'un point de vue de société aussi. Des spin-offs en TI, des startups en TI, il y en a plein. Okay? Des spin-offs dans le domaine du béton et de l'asphalte, vous essayerez d'en trouver. Ce n'est pas nécessairement porteur okay, comme investissement. Oui, ça fait travailler du monde, mais si vous voulez développer une économie du savoir, investissez dans l'infrastructure numérique avant d'investir dans le béton puis les routes, à mon avis. Parce que, comme je l'ai dit, l'IA, ça ne mange pas du papier, ça ne mange pas des fax. Donc, il faut investir dans la transformation numérique. Et moi, dans mes activités de recherche, c'est ce que je fais. Façon de faire la transformation numérique, c'est de s'assurer justement qu'on respecte les normes, qu'on respecte les standards. Ça demande du temps, ça demande des efforts, mais c'est payant en bout de ligne. Nous, on est passé dans certains cas là, avec des processus d'affaires, on avait des archivistes qui transcrivaient des informations d'un système à l'autre, évidemment en faisant des erreurs, à des systèmes automatisés qui vont se nourrir aux bonnes sources de données pour produire de la donnée ensuite qui va être enrichie sémantiquement où on aura attaché le bon sens à cette donnée-là. Et tout ça se fait maintenant en appuyant sur un bouton. Donc, on sauve du temps, on sauve de l'argent. Et pour arriver à faire des choses intéressantes, je pense que l'essentiel, c'est vraiment de rassembler 3 acteurs principaux pour tout ce qui est des approches axées sur les données. On a besoin d'experts en données, des experts en principe FAIR, en interopérabilité, en sémantique des données, qui vont s'associer avec des experts du domaine qui connaissent intimement leurs données. Donc, moi, la génétique, je ne connais rien là-dedans, mais si j'ai quelqu'un à côté de moi qui m'explique les concepts reliés à ces données, bien là, on avance main dans la main ensemble. Évidemment, ça prend le propriétaire des données qui est dans le décor aussi, les gens qui contrôlent les données, soit le centre hospitalier, soit le ministère de la Santé. Donc, quand on rassemble ces 3 expertises-là ensemble, là, on peut avoir du succès. Et tout ça, c'est une job de bras. L'infrastructure des données, moi, j'appelle ça l'ingénierie de données. Ça mérite de l'attention, mais c'est une job qui est salissante, qui est moins sexy que l'IA, mais qu'il faut faire. On n'a pas le choix de le faire si on veut être capable de nourrir nos systèmes experts en aval qui vont analyser nos données. Je finis sur une bonne nouvelle, c'est que maintenant, au Canada, il y a une organisation qui a reçu plusieurs centaines de millions de dollars pour justement bâtir une infrastructure numérique à recherche, du moins.
et qui s'intéresse à 3 piliers principaux: la gestion des données de recherche, les logiciels pour la recherche et le calcul haute performance qui tombait avant sous l'égide de Calcul Canada qui va disparaître en 2022. Donc, cette organisation-là a le doux nom de Nouvelle Organisation d'infrastructure de recherche numérique. Il y aura éventuellement un nouveau nom, mais pour l'instant, on l'appelle NDRIO en anglais. Et il y aura des appels à projets à venir pour justement des projets d'infrastructures numériques qui vont servir les fins de la recherche. Il y a présentement un sondage, donc si vous êtes un chercheur ou vous êtes dans le milieu de la recherche, je vous invite à aller faire part de vos besoins en infrastructure numérique, que ce soit du logiciel de recherche, que ce soit du calcul de performance ou des besoins en gestion de données de recherche. Allez le dire, allez spécifier à Endrio de quoi vous avez besoin. Donc, je vais terminer ici pour prendre peut-être quelques questions. Et je termine aussi que, bon, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a accès aux données, qu'on a entraîné nos systèmes, il reste que le dernier maillon de la chaîne, c'est de faire adopter cette technologie-là par le milieu. Et ça, c'est un défi énorme aussi. Donc, ce n'est pas vrai qu'un patient ou un clinicien va accepter sans broncher une réponse qui vient d'une machine qui, par sa nature, est souvent une boîte noire. Oui, bon, l'IA interprétable existe, etc., mais il reste que la nature même de l'IA, c'est souvent d'être une boîte noire et on ne comprend pas nécessairement comment la machine est arrivée à prendre sa décision. Donc là, on est dans un milieu clinique où on veut raisonner le plus possible les décisions. Il y aura un gros travail aussi pour tout ce qui touche à l'adoption de l'IA dans le milieu de la santé, mais ça, c'est complètement une autre histoire que je vais laisser à d'autres. Donc, je vous remercie.